Swear. Bonjour Nassourdine, bienvenue dans le podcast La Sueur. Aujourd'hui, on va faire la complète. Donc en fait, on va tout reprendre depuis le début, on va voir d'où tu viens, comment est-ce que tu en es arrivé là où tu en es aujourd'hui. Et puis, on va faire tout ça par étapes. Première question, évidemment, c'est où est-ce que tu es né et où est-ce que tu as grandi? Alors, je suis né au Daghestan, en Russie. J'avais 8-9 ans quand mes parents et moi, on a déménagé en France avec la famille. Donc voilà, je suis né au Daghestan et à 8 ans, je suis arrivé en France avec la famille. Et vous avez déménagé, c'était quoi les raisons qui vous ont poussé à déménager à ce moment-là? Ouais, c'est des raisons personnelles. Bon, j'en ai pas trop parlé avec mon père par rapport à ça. Mais voilà, c'était... Ouais, okay. C'est compliqué. Ouais, non, les raisons, tout ça, c'est normal, aucun problème. Ouais, c'est compliqué, ça rentre trop dans le truc, tu vois. T'inquiète, pas de problème. Mais du coup, et une fois que tu es arrivé en France, comment est-ce que ça s'est passé au niveau de l'acclimatation? Parce que tu avais 8 ou 9 ans, comment est-ce que ça s'est passé? Est-ce que tu as réussi à bien t'intégrer et tout ça, à apprendre le français? Comment est-ce que ça s'est passé? Quand je suis arrivé en France, ça va, j'étais quand même assez petit, j'avais 8 ans, j'ai appris la langue assez vite à l'école, avec les enfants. J'essayais de parler la langue et c'est venu assez vite. C'est parti, voilà, je me suis adapté vite. Quand on est petit, c'est... Voilà. Ouais, c'est plus facile, quoi. Ouais. Ouais, forcément. Et du coup, au Daghestan, tu avais déjà commencé à faire un petit peu de lutte, de sport de combat et tout ça? Non, pas du tout. Pas du tout, du tout? Pas du tout. Mais en fait, au Daghestan, dans le Caucase, la lutte, les sports de combat, c'est un peu la tradition. Donc même si les enfants, ils ne vont pas au club, ils en font quand même, genre, ça peut être dehors, ou par exemple, un ami de mon père a un fils, il va le ramener à la maison, ils vont nous mettre un contre un, genre, pour qu'on lutte, et ils vont nous apprendre, etc. Et donc, tous les jeunes de là-bas, ils savent lutter. Et donc, j'avais un peu cette petite base de lutte quand je suis arrivé en France. Et sauf que quand on est arrivé, mon père au début voulait m'inscrire à la lutte, mais il n'y avait pas de club de lutte. Donc, et finalement, il nous a inscrits à la boxe. Après, mon père aussi, c'est un ancien boxeur. Il aime bien tout ce qui est boxe, mais voilà, pour se forger le corps, comme on était un peu gamin, pour pas qu'on se prenne trop de coups au départ, il voulait quand même qu'on commence par tout ce qui est lutte sans comment dire, ouais, sans se cogner, quoi. Ouais, pour pas prendre de dommages et tout ça. C'est ça. Ok. Et du coup, une fois arrivé en France, tu as commencé un petit peu la lutte et tu as commencé ces sports-là. Tu as direct accroché et tu as su que, ok, ça c'est vraiment quelque chose que je veux faire pour le reste de ma vie? Franchement, au bout de 12-13 ans, c'est là que j'avais vraiment... Je regardais les grandes stars, les John Jones, l'UFC, je m'intéressais beaucoup en boxe anglaise, les Pacquiao. Au début, c'était boxe anglaise, c'était plus les Pacquiao, tout ça. Et voilà, je voulais devenir comme eux, c'était un peu mon rêve plus tard. Et je regardais tout le temps, genre le soir, je matais 1 heure, 2 heures les highlights, les reportages. Et j'aimais vraiment ça. Ouais, tu étais vraiment passionné. Et est-ce que tu sais pourquoi c'est juste que tu trouves ça beau de voir la boxe anglaise, un coup qui est bien donné, c'est comme une science, les déplacements, etc. Est-ce que tu peux mettre des mots sur ce qui t'a autant attiré quand tu étais petit, quand tu as vu ça? Sur la boxe anglaise, ce que j'aimais juste cogner en vrai. Au début, j'aimais trop la bagarre. Et c'est là que au début, bon, je faisais pas trop attention à la technique, j'étais quand même gamin. Mais maintenant, oui, la gestion, la technique, le coup d'œil, la manière
dans e-box, tu sais, tout ce qui est, tous les Canelo, tout ça, super vif, Golovkin, ouais, là oui, mais avant c'était juste voilà, pour cogner. Et du coup, tu as commencé par la boxe anglaise. Et même maintenant, tu continues à en regarder, tu continues d'être passionné de ce sport-là? Moins. Un peu moins quand même, moins qu'avant. J'allais en venir d'ailleurs à 17 ans. C'est là où je suis passé en MMA. Mon frère, il en faisait déjà. Il en faisait déjà à ce moment-là. Donc j'ai vu ses combats, ses victoires. C'est Dagir Imavov. Vous connaissez, il est assez connu dans le monde du MMA. En ce moment, il est à 13 victoires, 2 ou 3 défaites. Et donc voilà, ces victoires, ça m'a inspiré. Et je voulais faire aussi le MMA. Et donc à un moment, quand même, la boxe anglaise, ça commençait à me saouler un peu. Enfin, je commençais à en avoir un peu marre. Je sais pas, j'en faisais à ce moment-là déjà 7-8 ans. Et c'était toujours, je travaillais beaucoup les bras, tout le temps la même chose, quoi, à peu près. Et quand j'ai vu le MMA, j'ai vu que c'était plus, on était plus libre. Il y avait du JJB, Jiu-Jitsu, grappling, lutte, boxe. Il y avait un peu de tout. On s'ennuyait pas. Et donc j'ai très vite accroché à ce moment-là. Je me suis vraiment basé sur. Et ton frère, Dagir, il en faisait, lui, depuis qu'il était tout jeune, du MMA? Non, lui, il faisait la boxe anglaise. Lui, d'ailleurs, il avait déjà commencé au Daghestan. Lui, j'ai encore un grand frère, Ibrahim. Okay. Donc, mes 2 frères, ils avaient déjà commencé au Daghestan. Ils faisaient la boxe anglaise. Et puis, quand ils sont arrivés en France, tous, ils se sont inscrits à la boxe anglaise. Ils en faisaient. Mais pareil, je le voyais s'entraîner. Et j'étais petit. Et c'est là que. Au début, mon père ne voulait pas m'inscrire parce que j'étais trop jeune, j'avais 9 ans, il voulait attendre un peu. Mais je voulais très en faire. Parce que je le voyais aussi, quand il faisait compétition, tout ça, il gagnait. Ça me motivait et je voulais être pareil. Et vous avez vécu dans le sud, c'est ça, quand vous êtes arrivé en France? Ouais, on est arrivé en France, d'abord à Marseille. Puis on a déménagé à Salon-de-Provence, c'est à 50 km de Marseille. Le village, plus exactement les Canourgues. On a vécu là-bas quasiment toute mon enfance. Et c'est à partir de quel moment du coup? Parce que je crois que vous avez vécu à un moment donné à Paris dans un appartement avec Dagir. C'est à quel moment que ça s'est fait, la transition? Ouais, j'avais à ce moment-là 19 ans. J'avais commencé donc le MMA à 17 ans. Comment est-ce que j'ai commencé le MMA? Le MMA, c'était dans la même salle. C'est David Garofalo qui a enseigné le MMA, là où on s'entraînait en boxe anglaise avec Dagir. Donc juste après la boxe anglaise, je ne me suis pas directement lancé en MMA. Je suis d'abord y allé, je regardais et j'ai essayé après la boxe anglaise. Je crois que la boxe anglaise c'était de 17h à 19h et juste après c'était le MMA. Et donc après la boxe, je suis resté, j'ai essayé et j'ai accroché directement. La lutte, tout ça, je l'avais peut-être, j'ai adoré tout ce qui est lutte, etc. Ça change. Et j'ai accroché directement et c'est parti de là. Ensuite, on en a fait quelques années, 2 ans. Ouais, moi j'en ai fait 2 ans, Dagir en a fait plus. Et à un moment est venu où on a pris la décision de déménager, de voir ailleurs, avec le soutien de la famille, avec surtout le soutien des entraîneurs de la famille. C'est les entraîneurs, en fait, à un moment, ils se sont dit qu'ils ont vu que, voilà, pour combattre à haut niveau, qu'il fallait voir ailleurs. Et c'est eux aussi qui nous ont un peu poussés. Et voilà, on a vu le MMA Factory à ce moment-là, c'était toujours, même à ce moment-là, c'était il y a combien de temps, 4 ans en arrière, c'était l'un des meilleurs clubs en Europe. Et voilà, on est directement venu ici.
Mon frère, déjà à ce moment-là, il était un peu connu dans le monde du MMA. Il avait déjà 10 combats en professionnel. Et tandis que moi, j'étais seulement à une victoire pour une défaite. Donc j'étais à 2 combats pro, même pas pro, j'étais pancrace, 2 combats pancrace, ouais, pro. Je perds mes mots après l'entraînement. L'entraînement était dur. Parce que c'est vrai que là, ce que vous ne savez pas, c'est que là, Nassourdine, Fernand et Ahmed sortent d'un entraînement assez intense. Donc c'est normal. Il est un peu tard, je suis KO. Ouais. Je disais, donc voilà, on est arrivé et donc j'avais énormément de pression. J'étais à 2 combats, on ne me connaissait pas. Donc Daguerre, avant de venir, voilà, il était au téléphone avec Fernand. Donc ils se connaissaient assez bien. Par contre, moi, il ne me connaissait pas. Donc Daguerre, il a dû demander à Fernand, est-ce que je peux m'entraîner en cours pro, etc. Fernand, il a tout de suite accepté. Donc voilà, mon premier cours, je l'ai fait. Il fallait me montrer bien solide. Il fallait être là, quoi. Il fallait que Lopez me remarque. Et donc, j'ai fait mon sparring, je me suis donné à fond. Et ça s'est bien passé. Et après le combat, Fernand est venu me voir. Il m'a dit, il était satisfait, je l'ai vu de son visage. Il m'a dit, qu'est-ce que tu attends de moi, qu'est-ce que tu veux en faire, etc. Et je lui ai expliqué que je veux que ça soit mon métier et un jour mettre les pieds à l'UFC. Et depuis ce jour-là, j'avais 19 ans, voilà, l'UFC c'était un rêve. Et je lui ai dit, voilà, mettre les pieds à l'UFC. Et depuis ce jour-là, petit à petit, et aujourd'hui on est arrivé. Tu es à l'UFC et ça se passe plutôt très très bien. Ouais. Donc c'est assez incroyable comme histoire, mais du coup comment est-ce que ça s'est passé à partir du moment où tu es arrivé à Paris avec Daguerre? Les conditions, c'était pas trop compliqué? Comment est-ce que c'était la vie à Paris avec ton frère et en étant combattant pro, mais disons que tu pouvais pas encore être payé comme il fallait, c'était probablement un peu difficile de joindre les deux bouts. Comment est-ce que ça s'est passé la vie à Paris quand tu as débarqué avec Daguerre? Alors, ouais, assez difficile. C'est toujours quand tu arrives dans un village où tu connais quasiment personne. Et c'était fait comme ça, en claquement de doigts. C'était genre du jour au lendemain, on a pris la voiture, les valises, et boum, et on s'engage. Juste avant, il avait juste appelé Fernand pour caler, pour savoir un peu le planning, etc., pour venir les jours du sparring. Et voilà, c'était comme ça, la voiture, les valises, on connaissait personne. Et le but, c'était de venir, de se montrer capable de, voilà, on est là, quoi. Et de se faire remarquer. Donc on a pris 2 jours d'hôtel et ça s'est passé exactement comme prévu. Donc on est venu, on s'est fait remarquer. Fernand tout de suite, il nous a trouvé une petite studio juste à 10 mètres de la salle. Une petite, vraiment petite. C'était un 8 ou 9 mètres carrés, tous les deux. On était satisfaits. C'était nickel. Tout ce qu'on voulait, c'était d'avoir juste un toit. Juste un toit et entraînement, voilà, pour pouvoir poursuivre le rêve. Et voilà, au début, c'était un peu compliqué. Après, petit à petit, maintenant, c'est incroyable. On est là. Et du coup, ça s'est bien passé. Et le fait que vivre dans 8-9 mètres carrés, après, vous aviez le même rêve du coup avec Daguerre, donc forcément, ça doit aider. Vous devez vous pousser l'un l'autre. Mais du coup, vous avez réussi à vivre dans ces 8-9 mètres carrés pendant toutes ces années, à vous entraîner et à joindre les deux bouts. Comment est-ce que tu arrivais à gagner ta vie en même temps? Non, franchement, c'était pas très compliqué parce qu'on savait qu'on n'allait pas. Voilà, on avait un rêve, on était assez confiants, on savait qu'on n'allait pas rester là toute notre vie, quoi. Et on est resté quand même un an là-bas. C'était pas très compliqué, franchement, on était grave motivés, on s'entraînait 3 fois par jour.
On rentrait à la maison juste pour dormir. On mangeait, ouais, c'était juste à côté, on mangeait et dormir. Et le reste du temps, c'était entraînement. On avait un autre. De toute façon, on savait qu'à n'importe quel moment, on peut retourner dans le sud. Mais voilà, hors de question, peu importe ce qu'il fallait, peu importe ce qui allait se passer, on allait vraiment jusqu'au bout. On voulait rester voilà, à Paris, quoi, poursuivre nos rêves. Et du coup, il y a eu des moments un peu compliqués. On essayait de travailler un peu à gauche, à droite. Mon grand frère, il nous aidait aussi. À un moment, on essayait de, comment dire, bref, voilà, du coup, on travaillait à gauche, à droite et voilà, on s'est sorti. Puis on a pris un appartement de 20 mètres carrés et maintenant on a pris une maison. Avec une petite maison avec un jardin, tout. Parfait, le 4 étoiles. Voilà. Ok, et du coup, maintenant, tu peux en vivre, maintenant que tu es professionnel, et tu peux vraiment gagner ta vie grâce au MMA? Oui. Oui, carrément. Maintenant que tu es à l'UFC. Depuis que je suis à l'UFC. Et du coup, à partir du moment où Fernand, en gros, vous avez discuté, et puis une fois que tu lui as expliqué que toi, tu voulais à l'UFC, qu'il t'a donné, qu'il vous a trouvé le studio pour Daguerre et toi, là, à partir de ce moment-là, c'est allé tout comme tu pensais? C'est-à-dire que ça a été vraiment une montée en puissance, tu as commencé à enchaîner les combats, et tout s'est passé comme tu voulais? Oui, carrément. Il y a eu quand même une période où il n'y avait pas de combat, c'est comme partout. Les adversaires qui se blessaient, qui refusaient, ou des fois même moi peut-être qui me blessais quelque part. Et donc des fois il y a eu des moments où il n'y avait pas de combat, mais sinon tout se passait comme prévu, tout vraiment. Merci. Grâce à Dieu. Et voilà, tout ce qu'on voulait, c'était ça, avoir un toit et pouvoir s'entraîner. Ça a enchaîné le combat, il s'est passé comme ça. Et ça a été quoi Est-ce qu'il y a des moments où tu as vraiment douté? Il y a des moments où tu t'es dit que tu n'y arriverais pas et ça va être trop compliqué, ou des sorts qui s'acharnent, etc. Il y a eu des moments comme ça? Ouais, ça arrivait. Je pense que ça arrive à tout le monde. Mais il y a toujours des jours comme ça. C'est à ce moment-là qu'il ne faut pas lâcher. C'est comme pour la motivation, etc. C'est quand des fois tu n'as pas envie d'aller à l'entraînement, il fait un peu gris dehors, il pleut, il fait froid, tu es de mauvaise humeur. C'est à ce moment-là que je prenais il faut pas y réfléchir. Je prenais le sac, on prenait le sac. Quand j'étais avec mon frère au départ, quand c'est moi qui avait la flemme, c'est mon frère qui me poussait. Quand c'est lui, c'est moi qui essayait de. Mais bon, c'était plus souvent moi qui avait le plus jeune, qui avait plus la flemme. Et maintenant, voilà, je comprends que c'est mon métier. Quand ça arrive, je prends mon sac, je réfléchis à rien et je vais à l'entraînement. Et c'était pareil avant pour la motivation, pour tout. Quand il y a des doutes, peu importe. Soit je vais dormir, si c'est le soir, je vais m'allonger, je vais essayer de dormir. Si c'est la journée, je vais aller à l'entraînement et ça passait. Comment c'était d'avoir son frère avec soi et le fait d'avoir Daguerre, vous aviez le même rêve? Est-ce que tu peux décrire un peu la relation que tu as avec ton frère? Avec Daguerre, on est assez proches, toujours été proches. De toute façon, chez nous, la famille, on est très très proches. Donc quand on est à Paris avec Daguerre, si lui, il n'a pas eu la même. C'était plus facile pour moi que pour lui, parce que Daguerre, si tu veux, il m'a déjà, comment on dit, tracé un chemin. Ouais, tracé la route. Ouais, il m'a tracé une route. Et moi, j'ai fait que marcher derrière, quoi. Et lui, c'est lui qui devait tu vois, trouver le chemin depuis le début. Par exemple, quand il est passé en MMA, moi, quand je suis passé derrière, j'avais déjà les contacts parce que voilà, il en a déjà trouvé. Pareil avec Fernand,
il connaissait Fernand il connaissait Daguerre, donc c'est comme ça qu'on est venu. Moi, j'étais juste derrière. Donc, il m'a tracé ce chemin-là. Moi, j'ai suivi, c'était beaucoup plus facile pour moi. Et voilà, si je suis là aujourd'hui, c'est aussi grâce à lui. Et il est d'ailleurs dans ton coin à chaque combat. C'est ça, il est toujours dans mon coin et à mon prochain combat, il sera là. Il sera là. Ok. Et comment est-ce que tu as réagi? Parce que la manière dont tu es arrivé à l'UFC, tu étais censé passer au Contender et puis finalement ça ne s'est pas fait, il y a eu des soucis. Et du coup, il y a un moment donné où l'UFC t'a donné ta chance directement sur la Fight Island pour ton premier combat. Ça a été quoi ta réaction quand tu as en gros reçu la confirmation que tu vas à l'UFC directement et tu vas combattre dans l'octogone? Je sais pas, j'ai pas dormi 2 jours. Quand on m'a annoncé que je combattais à l'UFC, j'ai pas dormi pendant 2 jours. J'ai fait, tu vas couper ce moment parce qu'il y a trop de bruit, je pense. Ouais. Ah bah en plus c'est Daguerre. Il vient d'arriver, il n'était pas là, ouais, il vient d'arriver du site. Salut. Impeccable. Ah, et en fait, ça fait trop de bruit. Du coup, on a dû arrêter le truc. Non, pas de souci, pas de souci. Impec. On était en train de parler de toi en plus. Ouais. Bah voilà, donc de toute façon, on reprend. Donc, ouais. Comme quoi, c'est assez marrant. Je me suis arrêté où déjà? On en est arrêté à la réaction que tu as eue quand tu as eu ton premier combat à l'UFC. Oui. Donc là, on reprend. Et on va reprendre l'interview qui a été coupée puisque Daguerre vient d'arriver dans la salle, ce qui est quand même assez extraordinaire. Et du coup, tu nous décrivais la réaction que tu as eue quand tu as eu la nouvelle que tu allais combattre à l'UFC. Donc j'ai pas dormi pendant 2 jours. C'était une nuit blanche. J'étais content, j'ai appelé mes amis, la famille, tout le monde. J'étais heureux. Et, mais voilà, on savait que ça allait venir. On en parlait juste avant avec Fernand. Fernand, c'est quelqu'un qui voit loin. Et on savait que ça devait arriver. Ça devait arriver pendant le confinement, pas pendant le confinement, pendant la période de la pandémie, etc. Et comment c'est passé pour le Contenders? On m'a annoncé le combat là-bas d'abord. J'étais super content aussi. Hein. Contenders, c'est la porte pour l'UFC. Donc, je me préparais pendant 1 mois, donc grosse préparation. Et 1 semaine avant, on nous annonce que nous, on n'aura pas notre visa à temps parce que toute la team pour y aller là-bas, c'était un peu à cause de la pandémie. Et du coup, combat annulé. J'étais très très déçu, mais j'ai pas attendu très longtemps qu'on m'annonce que j'ai signé à l'UFC. Et en plus de ça, c'était contre le mec qui a battu l'adversaire que je devais prendre. J'étais assez clair ou pas? Ouais. Ah, mon français, c'est horrible. Quand je parle plusieurs langues, et dans ma tête, ça se mélange à chaque fois. Tu débrouilles parfaitement. Ouais. Et du coup, voilà. Du coup, j'ai pris l'adversaire, donc je vais dire le nom, Jordan Williams. Ouais. C'est lui qui a battu le combattant que je devais prendre au Contenders. Il a battu par KO. Et comme je devais prendre le gars que Williams a battu, ils se sont dit, Williams, de toute façon, il rentre à l'UFC parce qu'il a fait une belle performance. Ils se sont dit, voilà, je suis prêt, il est prêt. Ça part. C'est ça, l'UFC, c'était le 4 octobre, je crois. Et bon, je ne dors pas pendant 2 jours. Ta première la marche vers la cage, quand tu étais dans le vestiaire, c'était comment un truc dont tu as toujours rêvé de combattre à l'UFC et tu y es, et là c'est quelques minutes avant de rentrer et la marche vers la cage, qu'est-ce que tu as ressenti? C'était énorme. C'était énorme déjà de voir tous ces grandes stars, les grosses têtes de l'UFC, les Carlos Condit, etc. Déjà de les croiser dans le couloir, c'est un truc, c'est énorme. C'est Carlos Condit, par exemple, j'étais gamin quand
je regardais ses combats. Et c'était quelque chose d'incroyable. Et tu le vois de toute façon quand je sors au combat, je regarde à droite, à gauche, je regarde. Tu profites, quoi. Ouais, c'est ça, j'adore, j'aime vraiment ça. J'aime bien quand les médias, tu sais. Et c'était énorme. Et en plus, si je me souviens bien, après ce combat-là, tu as croisé Minotauro Nogueira et tu as eu un sourire quand tu l'as croisé. C'était juste magnifique. Ça, pareil, j'étais gamin, je regardais ces combats depuis très longtemps, au Pride même, avant l'UFC. Je regardais ces combats et c'était énorme. Il nous a attendu, à ma sortie du combat, il nous a attendu. Il m'a serré la main, il m'a dit très très beau combat, énorme. Il a dit viens, on prend les selfies. Je fais oh ouais. Avec grand plaisir. C'est un moment incroyable. Ouais. Tu as eu ta première victoire à l'UFC. C'est quoi le but, maintenant que tu as toujours voulu y être, pour Nassourdine Imavov? C'est de prouver, c'est de montrer qui je suis, c'est de montrer mon vrai niveau. Je pense que jusqu'au jour d'aujourd'hui même si je fais mon premier combat, les gens n'ont pas encore vu mon vrai niveau. Pour mon premier combat à l'UFC, j'en ai pas trop en parlé. Je préfère parler après le deuxième combat. Comme ça, ils voient. Je pense que le prochain combat ça sera le vrai moi, quoi. Premier combat, c'était un peu compliqué. J'avais attrapé le Covid. Je ne me suis pas entraîné pendant une semaine. J'ai rien fait du tout. J'étais malade. Et la deuxième semaine, c'était la semaine du fight. Donc c'est pour ça que dans le combat, un peu au niveau cardio, c'était un peu compliqué, quoi. Ouais, c'était très compliqué et il faut le dire que l'adversaire, franchement, il lâchait vraiment rien. Il allait jusqu'au bout et il voulait gagner aussi, quoi. Et du coup, voilà, avec lui, franchement, pour ce combat-là, rien ne s'est passé comme prévu, quoi. Premier round, boum, choc de tête. Ça m'a tout de suite sonné. Je ne comprends pas ce qui se passe. Au début, je pensais que c'était un crochet. Je me suis dit, oula, ce mec-là a des crochets invisibles. Je n'ai pas vu du tout arriver. Donc, dans ma vie, je ne me rappelle pas quand est-ce que j'ai été KO. Non, j'ai jamais été KO. Et je ne me rappelle pas quand est-ce que j'ai été sonné, que ce soit à l'entraînement ou au combat. Donc, j'ai quasiment jamais été sonné. Et là, d'avoir cette sensation-là, le corps qui tremble, de voir flou, c'était un peu. C'était nouveau. C'est ça. Et du coup, j'ai eu le réflexe d'aller chercher la jambe. Et c'est après le combat que je revisionne le fight. J'ai vu qu'on s'est bien cogné la tête. Lui, il a pris au niveau du front. Moi, c'était plus au niveau comment dire, de la tempe. Ouais. De la tempe, ouais. C'est ça qu'a fait. Ouais. Et du coup, il fallait bon. Ouais. Après, j'ai essayé de tirer le temps au premier round. Il fallait que je tire le temps parce que je le voyais double pour récupérer. Et en vrai, j'avais pas du tout récupéré. J'avais fait 3 rounds. Bon, deuxième, troisième, ça allait mieux. Et je le voyais toujours double. C'est parti seulement 10 minutes après le combat. Donc j'avais la sensation, bon. Donc tu as vu ton adversaire en double pendant quasiment toute la totalité du combat? C'est ça. Au premier round, c'était chaud. Deuxième, troisième, ça allait mieux, mais quand même, je le voyais un peu flou, un tout petit peu double, le corps qui tremblait. Je sais pas, cette sensation était très, très bizarre. Et après le premier round, je dis à mon coin, à Fernand, que je le vois double. Est-ce qu'il faut que je change de game plan? Il faut que j'aille à la bagarre Il m'a dit non. Il m'a tout de suite remis dans le game plan. Et à partir du deuxième, troisième round, j'écoutais mon coin et j'étais en pilote un peu automatique, si tu veux. Et voilà, c'est passé.
Quelle est la relation que tu as avec Fernand Lopez? Fernand, on a une très bonne relation, on s'entend bien. C'est vraiment boulot, quoi. Je vais à la salle, on me fait bosser la technique, à la patte d'ours, que ce soit à la patte d'ours, même quand on fait les sparring, je l'entends toujours. On a surfé ci, on a surfé ça. Et donc voilà, très bonne relation, très proche. Et d'ailleurs, ton frère aussi, tu l'entends dans ton coin. Et est-ce que le fait de savoir qu'il est là et qu'il est présent dans ton coin, ça t'apporte vraiment quelque chose aussi? Au niveau de l'énergie, au niveau de la manière dont tu te sens, avoir sa présence, c'est important pour toi aussi? Oui, bien sûr. C'est surtout au combat, surtout à la pause. Je regarde, je vois s'il est un peu énervé, il faut que je donne un peu plus. S'il est satisfait, c'est que je suis en train de gagner, que tout se passe bien. Bien sûr, ça me motive quand il est là. Ça me motive beaucoup. Et c'est quoi ta plus grosse peur dans ta carrière ou là, dans ce qui va venir? Ce que tu redoutes le plus, que tu n'as pas envie qu'il arrive, ce serait quoi? Oh, la question, il faut y réfléchir. Laisse-moi 2 heures. Tac. Il n'y a pas quelque chose qui fait comment dire, il y a de temps en temps ça te prend et tu te dis ok, il faut vraiment pas que ça arrive. T'as pas une grande peur comme ça? Au combat. Dans ta carrière ou dans le combat ou Les grosses blessures, genre à l'entraînement, les blessures, ça arrive. Tu ne sais pas, par exemple demain je vais m'entraîner, ça peut venir comme ça, quoi. Et ça fait peur. Ça, une blessure, ça dépend, c'est une grosse blessure ou pas. Mais voilà, si tu as une grosse blessure, en plus quand c'est ton métier, tu peux pas combattre pendant 1 an, ça peut prendre 1 an, ça peut prendre même plus si c'est une très grosse blessure. Donc c'est ça qui fait peur, les blessures. Et est-ce que du fait que donc t'es Dagestanais et t'es français maintenant, et en gros t'as cette tradition, ces origines, cette culture aussi du Daghestan. Est-ce que c'est quelque chose qui te met une pression par rapport aux grands champions comme Khabib, par rapport aux attentes un petit peu qu'on a? Est-ce que c'est une pression que tu as de dire ok, ils vont m'attendre parce qu'ils savent que je suis Dagestanais, donc il faut vraiment pas que je déçoive, il faut que je sois là, quoi. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Oui, bien sûr, avant le combat. En plus, là-bas, on est très suivi. Au Caucase, vraiment, il y a plein de fanpages, il y a plein de personnes qui partagent. Ils adorent le MMA et ils suivent tout le monde. Et donc là, mon premier combat, par exemple, il y a 150 000, je regarde dans les statistiques, qui ont visité mon Instagram. Donc j'ai reçu vraiment énormément de messages. Et en même temps, c'est un bon soutien, comment on dit. Ouais, ça te tire vers le haut. Ouais. Voilà, ça me tire vers le haut. Mais en même temps, ça met un peu quand même la pression. Tu te dis, il faut pas les décevoir. Mais ça va, une fois déjà dans les vestiaires, ça s'arrête. Franchement, ça va, j'arrive à gérer. Je ne sais pas si c'est l'expérience. Bon, après, j'ai 10 combats en MMA. Mais j'en ai pas mal en boxe anglaise. J'ai fait pas mal de combats en boxe anglaise. Et donc, je ne stresse pas beaucoup avant le combat. Je suis à l'aise. Et une fois au combat, je pense à rien d'autre qu'il y a mon adversaire, il y a moi, et il y a l'arbitre. Ouais. Ensuite, j'écoute le coin et je fonce. Voilà. Mais c'est vrai que parce que pour finir sur cette espèce d'armée effectivement qui vient sur les réseaux sociaux à chaque fois que tu combats, on en parlait d'ailleurs la dernière fois et tu disais que c'est encore plus évidemment pour les combattants dagestanais parce que c'est les combattants de la République, etc. Mais même, tu disais qu'en gros, pour tous les autres combattants, même Cyril, en fait, ils suivent tout le monde, ils sont hyper au courant de tout ce qui se passe. Et en gros, ils attendent de voir tes premiers résultats, ils attendent de voir si tu peux prouver que tu sais faire et que tu as le niveau. Et ensuite, en gros, c'est vraiment des vagues de soutien et tout le monde vient sur ton compte pour te soutenir. Et ça, c'est quand même assez exceptionnel. Carrément. Ouais, vraiment, comme je dis, ils kiffent ça. Par exemple,
Cyril, s'il se balade dans la rue, ici, même à côté du MMA Factory, bon, il n'y a pas, pour le moment, comme le MMA il vient d'arriver en France, etc., c'est normal, il n'y a pas grand monde qui va le reconnaître. Mais au jour d'aujourd'hui, il ne fait pas un pas au Daghestan, par exemple, au Caucase. Parce que tout le monde va le reconnaître, et tout le monde va prendre des photos, les orthographes, etc. Et c'est ça qui est bien. C'est incroyable. Ouais, c'est vraiment, là-bas, le MMA, c'est vraiment tellement connu que même des gens qui ne sont pas encore champions, en gros, sont des superstars là-bas, quoi. C'est ça. D'accord. C'est ça. Et voilà, j'espère que ça va venir. Ça va venir bientôt en France aussi. Ça sera pareil, j'espère, en France. Et dernière question de cette complète. Une fois que tu as fini ta carrière, comment est-ce que tu veux que les gens se souviennent de toi? Un guerrier qui lâche jamais rien, avec beaucoup de, comment on dit, avec le combat, avec le cœur. Et voilà, comment dire, j'avais jamais pensé à ça. Mais voilà que, voilà, je vais finir la carrière en apportant quelque chose de positif, tu sais, au combat. D'être un bon combattant. Je crois, je ne sais pas si j'ai bien répondu. C'est parfait, tu as mis les mots qu'il fallait. Hein. Ouais, Nassourdine, merci beaucoup. Et puis, à toi, bonne continuation à toi. Et puis, est-ce que tu as un message pour tes fans pour finir? Ouais, merci. Franchement, merci à tous ceux qui me soutiennent. Je reçois toujours énormément de messages, même après le combat. Maintenant, pour mon prochain combat, j'en ai reçu aussi encore énormément, beaucoup de soutien. Merci à vous. Merci beaucoup et à bientôt. Swear.